Venez chez VG, on a besoin de vous. Comme tous les restaurateurs, bien sûr, faut pas oublier les autres restaurateurs véganes de Paris et de France. Commander en ligne, commander emporter, mais vraiment, je pense que vraiment notre avenir, ça dépend de nos clients, quoi. Donc, on a vraiment besoin de vous pendant ces périodes-là. Donc, ne laissez pas tomber, quoi. Je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve coronavirus. J'échange avec des dirigeants et des dirigeantes de PME qui font face à la pandémie et à ses répercussions sur leur activité. Dans cet épisode, je suis avec Bérénice Lecomte de VG Pâtisserie, la première pâtisserie 100% végétale de France. Dans ce podcast, j'échange avec des dirigeants et des dirigeantes d'entreprise sur les conséquences de la crise sur leur entreprise, sur leur morale. Je m'interroge sur la façon dont ces personnes font face à la crise, comment elles gèrent cela avec leurs équipes, comment elles gèrent cela à titre individuel. Donc on n'est pas ici sur un parcours de vie un peu romancé, type storytelling, mais plutôt sur une photo, sur aujourd'hui, comment ça se passe pour ces dirigeants et ces dirigeantes. Pour Bérénice Lecomte, si vous voulez connaître son parcours, elle a été interviewée en juillet 2020 par Les Becs Sucrés, un autre podcast qui s'intéresse aux amoureux et aux amoureuses de la pâtisserie et de la boulangerie. Donc là, elle retrace tout son parcours et c'est très intéressant. Ici, on va plutôt parler des problèmes auxquels elle fait face aujourd'hui, très importants. Son chiffre d'affaires a été divisé par 6 en moyenne, 5 ou 6 ou 7. Pour l'instant, c'est un peu difficile à dire. En tout cas, elle fait preuve de beaucoup de réactivité. On s'interrogera aussi sur ce qu'est l'innovation pour elle. Pour moi, l'innovation, c'est contextuel, c'est de la nouveauté dans un domaine. Elle, en tout cas, elle a fait preuve avec ses équipes d'une capacité d'adaptation très rapide. Et vous allez voir comment ça se passe pour faire face à cette épreuve. Bonne écoute. Alors, moi, je m'appelle Bérénice Lecomte et je suis la créatrice de VG Pâtisserie. Alors, VG Pâtisserie, donc, a été créée en 2016 et j'ai ouvert en avril 2017 et c'est la première pâtisserie végane de France. Donc, c'est une pâtisserie donc qui va proposer tout ce qui est viennoiserie, gâteau de voyage et pâtisserie fine avec aussi des options salées. Ouais, donc c'est une pâtisserie à Paris qui a beaucoup de succès. Moi, j'y vais d'ailleurs assez souvent. J'aime beaucoup. En plus, vous avez plein d'options sans gluten et les pâtisseries sont vraiment très bonnes. Vous étiez avant au Gentle Gourmet Café, c'est ça ? Oui, quand j'ai eu mon CAP et même avant d'avoir la réponse définitive, j'ai commencé au Gentle Gourmet pour justement mettre en place une carte de pâtisserie un peu plus fine parce que eux ils réalisaient des pâtisseries en verrine à base de tofu soyeux, la pâtisserie vraiment végane d'avant quoi. Et donc en fait ils voulaient revoir ça et j'ai été engagée pour notamment créer les macarons et puis introduire une pâtisserie un peu plus type française. Ouais, moi, j'aimais beaucoup les pâtisseries, puis après, ils sont devenus dans des pâtisseries déstructurées, mais je pense que vous y étiez plus à ce moment-là. Ouais, non, moi, mon fort n'a jamais été les pâtisseries à l'assiette. C'est vraiment deux métiers différents. Moi, c'est vraiment plus les pâtisseries de boulangerie, quoi, les pâtisseries finies. Ouais. Non, les pâtisseries déstructurées, c'était pas moi. Ok, bon, tant mieux, parce que j'étais pas ultra fan. Et par rapport à VG Pâtisserie, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme chiffre ? Je sais pas ce que vous êtes prête à partager en termes de chiffre d'affaires, les employés. Alors, le chiffre d'affaires, c'est confidentiel, bien entendu. Parce que, justement, on partage pas les comptes pour question de concurrence. Après, moi, j'ai commencé VG, j'avais 2 collaborateurs. Et donc là, en quelques années, donc depuis 2017, maintenant, on est 7. Enfin, j'ai 7 collaborateurs. Donc là, en tout, on est 8 chez VG. Donc, avec chaque année, un apprenti. Donc, plus souvent une apprentie, c'est que des filles. Il y a un vendeur chez VG, mais sinon l'équipe est essentiellement féminine. Et puis bien sûr, on accueille aussi des stagiaires en formation CAP dans différentes écoles de Paris et de France aussi, voire aussi d'Europe, parce qu'on a des gens aussi qui viennent du Luxembourg ou de Belgique. Entendu, merci beaucoup. Et vous avez combien de clients à peu près qui fréquentent l'établissement ? Alors, je pourrais pas vous dire. On a beaucoup de clients. C'est vraiment un panel assez varié. On a des personnes qui sont véganes. Et aussi, en fait, quand VG a ouvert, il y a eu tellement de monde et beaucoup de files d'attente que les gens se demandaient, mais en fait, qu'est-ce qui se passait ? Et donc, en fait, ça a attiré beaucoup la curiosité des gens du quartier qui sont pas du tout véganes. Je sais que on a dans l'immeuble où est installé VG Pâtisserie, on a des gens qui descendent des fois en pyjama le week-end chercher leur viennoiserie.
Donc on a une clientèle aussi qui n'est pas du tout végane, et on a une clientèle aussi de personnes qui sont allergiques et intolérantes, avec les enfants qui par exemple n'ont jamais mangé de viennoiserie parce qu'ils sont allergiques aux œufs et qui viennent chez nous. Donc en fait c'est vraiment assez varié. Donc principalement végane, et la deuxième population c'est vraiment les personnes qui ont des intolérances et des allergies alimentaires. Entendu. Bon, merci beaucoup. Du coup, on va entrer dans le vif du sujet puisque l'objet du podcast, c'est vraiment l'épreuve coronavirus, donc ce que vivent voilà les dirigeants et les dirigeantes d'entreprises aujourd'hui concrètement. Là, on est c'était la semaine dernière l'annonce du reconfinement. Quels sont les problèmes principaux auxquels vous faites face avec ce reconfinement? Alors bon, déjà il y a eu le premier confinement qui a été assez difficile, avec beaucoup d'aides promises par l'État qui ne sont jamais arrivées. Donc notamment l'URSSAF qui devait nous être suspendu, mais que finalement on a dû rembourser chaque mois. Donc là, le mois dernier, on a fini de rembourser l'URSSAF qui a été suspendu pendant le premier confinement. Donc c'est-à-dire qu'il y a ces 2 mois d'URSSAF qui tombent d'un coup, donc c'est plus de 10 000 € qui partent. Et là, boum, reconfinement. Donc on se dit, bon, bah super, on va devoir repayer. Et personnellement, beaucoup d'angoisse de mon côté, du côté des salariés, beaucoup d'angoisse aussi parce que qui dit reconfinement dit chômage partiel, donc qui dit baisse de salaire. Et surtout, quand le confinement arrive, il faut vraiment tout revoir parce que les gens sont chez eux, ils n'ont pas du tout les mêmes habitudes et les mêmes envies. Lorsque l'on se promène dans la rue et que l'on peut sortir tous les jours et faire un peu ce qu'on veut, on se dit une pâtisserie fine, je sais pas, une entremets, oui, pourquoi pas. Mais là, c'est vrai que quand on est chez nous, on a besoin de ce qu'on appelle la comfort food. Donc en fait, on a vraiment dû tout refaire la carte. On a dû refaire la carte en entier. Vraiment se spécifier dans tout ce qui est cake, cookies, pain perdu, par exemple, brioche perdue. Donc ouais, beaucoup d'angoisse, et puis là, en attente des mesures du gouvernement, de savoir combien de temps ça va durer, parce que pour les boulangeries, ce deuxième confinement tombe vraiment très très mal, parce que la trésorerie d'une boulangerie se fait à Noël. C'est-à-dire que si Noël est pourri, la trésorerie de l'année se fait pas, et vraiment l'entreprise ne tiendra pas. Sachant qu'avec le premier confinement, donc on a eu le droit à 2 prêts, le prêt d'État, le PGE, et plus le prêt rebond d'Île-de-France. Donc des prêts à rembourser sur 1 an et ensuite sur 2 ans pour le prêt d'Île-de-France. Donc là, en fait, on entend dire, mais bon, ce sont encore des rumeurs, que peut-être que Noël, ce sera un Noël confiné avec un nombre de personnes limité. Et donc, en fait, on ne sait pas vraiment, nous, notre chiffre d'affaires, quand on va pouvoir faire un Noël. Donc, il va falloir encore s'adapter. Je pense que d'habitude, on fait, par exemple, des bûches de 6 personnes. C'est notre seul format. Mais là, je pense que cette année, on fera des bûches peut-être de 2, 4 et 6 personnes. Et voir, questionner nos clients pour savoir ce qu'ils veulent pour Noël plus spécifiquement. Et vraiment écouter leurs attentes, parce que ouais, ça va être assez difficile. Oui, avant de revenir sur l'adaptation, là, vous nous avez fait preuve de façon ultra rapide, parce que je vous suis sur les réseaux sociaux. Par rapport à l'URSSAF, c'est la première fois que j'entends ça. Donc en fait, c'était quoi l'écart entre les promesses et la réalité? En fait, lors du premier confinement, les TPE, donc c'est les entreprises qui ont moins de 10 salariés, ont pu suspendre l'URSSAF. Donc, c'est-à-dire, on pu suspendre toutes les charges parce que on était fermés, en fait, on ne pouvait pas ouvrir. Nous, les 4 premières semaines, on avait la possibilité d'ouvrir parce qu'on était considéré comme un commerce alimentaire essentiel, parce qu'on fait partie de la convention de la boulangerie et de la pâtisserie, mais j'ai décidé de ne pas ouvrir parce que on n'avait pas de masque, il y avait des ruptures, donc en fait, même nos fournisseurs professionnels ne pouvaient pas nous en fournir. On n'avait pas de plexiglas pour mettre au niveau des caisses pour protéger les salariés. Le gel hydroalcoolique, il nous restait, parce que j'en avais acheté avant, vraiment, quand j'avais entendu en Chine parler de ça, je me suis dit, oula, à mon avis, ça pue, ça va arriver en France. Donc j'avais commencé à en acheter, et j'ai bien fait, mais on n'en avait pas assez. Et puis le temps aussi de réfléchir au protocole sanitaire à mettre en place à la pâtisserie, le temps de tout désinfecter avant de réouvrir, surtout. J'ai décidé de ne pas ouvrir, surtout qu'on a une personne fragile dans l'équipe, donc je voulais pas mettre en danger mon équipe. Donc, étant une TPE, on a pu faire suspendre l'URSSAF. Et en fait, le président avait annoncé que pour les TPE, l'URSSAF allait être exonérée. Parce que, en étant dans une période assez difficile, et en plus on a vu notre chiffre d'affaires divisé par 2, voire plus, en fait, l'URSSAF devait être exonérée, mais ça n'a pas été le cas.
sauf pour les restaurants qui eux ont eu une fermeture. Mais bon, après, ce que je veux dire, c'est que nous, en boulangerie, on a fait 2 mois à moins 90% en chiffre d'affaires, quoi, ce qui est équivalent à 0, autant ne pas ouvrir. Et cette exonération d'URSSAF, on l'a pas eu. Donc, on a dû payer. Et en fait, on se rend compte que les prêts, c'est vraiment quelque chose de complètement débile. C'est qu'en fait, on a fait des prêts. Donc, l'État nous prête de l'argent pour que l'on rembourse l'argent que l'on doit à l'État. Mais sachant qu'en fait, à la fin, en fait, les prêts sont faits normalement pour nous aider, mais en fait, ils nous prêtent de l'argent pour qu'on puisse leur payer les taxes qu'on leur en doit. Et sauf qu'en fait, on aura écoulé tous les prêts pour tout leur rembourser, on n'aura plus rien. Donc en fait, et c'est ce qu'on pense avec plusieurs restaurateurs avec qui je discute, c'est que vraiment on est en sursis, quoi. C'est qu'on se demande quand on aura écoulé tous les prêts, parce que là, il y aura pas d'autres prêts qui vont se débloquer pour le deuxième confinement. On se demande vraiment comment on va faire quand on aura écoulé tous les prêts qui nous ont été mis à notre disposition. C'est que chaque mois, on arrive à renflouer les caisses, mais au début de chaque mois, le compte en banque il est de plus en plus bas, et parce que le chiffre d'affaires n'est pas le même, il n'y a pas de touristes, les gens consomment moins, donc c'est assez stressant. Oui, je comprends. Donc c'est ça qui a été étonnant, c'est qu'on vous avait dit qu'il y aurait une exonération. En fait, c'était juste un délai supplémentaire, mais vous venez juste de tout rembourser. Et vous avez mentionné le côté angoissant chez vos salariés. Comment vous gérez ça? Je sais que chez Aujourd'hui Demain, ils avaient créé un forum Discord et qu'ils échangeaient pas mal d'infos. Bon, c'est juste un forum pour échanger, mais vous, comment vous gardez le lien avec vos salariés? Nous, chez VG, il y a que 7 salariés, donc c'est une grande famille. On a une discussion sur Instagram, on a une discussion sur Facebook. Donc on se parle assez régulièrement. Quand il y a un membre de l'équipe qui veut me parler, c'est soit par Facebook ou soit sinon il m'appelle ou par message, quoi. Donc en fait, voilà, on est joignable à tout moment, ils savent qu'ils peuvent nous joindre à tout moment, et puis on est en relation assez régulièrement. Puis là, comme on est resté ouvert, on se voit 5 jours par semaine, quoi. Mais après, chez DG, on a toujours eu une discussion sur Facebook et Instagram où on se partage des choses, où on peut discuter avec l'équipe en entier. Oui, parce qu'à la différence du premier confinement, là, vous êtes ouvert, vous faites à emporter, et donc personne n'est au chômage partiel pour l'instant, ou si, le chômage partiel, il a été mis là dès novembre, là. On est obligé parce que on divise par 7 ou 6 le chiffre d'affaires, donc forcément. Et puis on a surtout plus la consommation sur place, donc au niveau de la vente, surtout le chômage partiel touche plus la vente, parce qu'on n'a plus besoin d'autant de vendeurs, parce qu'il n'y a plus la vaisselle, débarrasser les tables, on n'a plus. Et donc voilà, ce qui marche le mieux en ce moment, c'est vraiment Deliveroo, quoi. Donc préparer les commandes, mais même les gens en boutique, il y a un peu plus de monde quand même qu'au premier confinement dans les rues. Chômage partiel, c'est vraiment surtout pour l'équipe de vente et quand même un peu aussi pour l'équipe de production. Et j'ai vu, vous avez rebondi hyper vite. Je me suis demandé si vous étiez déjà préparé parce que la carte a été changée. Vous avez justement ce que vous disiez sur la comfort food, sur des box. Ça s'est venu comme ça dans une sorte d'éclair de génie pendant le week-end, ou vous aviez déjà anticipé ce reconfinement? Après le premier confinement, en fait, on a vu vraiment les tendances et ce que voulaient les gens. Donc, de toute manière, on se disait qu'un deuxième confinement, ça arriverait peut-être, quoi. Donc, on en avait déjà discuté avec l'équipe de production en fait, les gens, ce qu'ils veulent, puis moi, ce que je voulais manger pendant mes 4 semaines, c'était des cakes, des gâteaux au chocolat. J'avais pas envie de manger une pâtisserie fine, type fraisier au millefeuille, quoi. Je voulais vraiment du gras et du sucre. Et donc, en fait, quand on a un peu dû dire parce que les médias savaient qu'il y avait confinement avant que le président fasse l'annonce, donc on a eu quand même 2 jours où on pouvait réfléchir avant. Et donc, on s'est dit, écoute, on va faire des box, on va faire des menus. On fait beaucoup aussi sur notre plateforme de vente à emporter, des menus petit-déj. Donc, on a mis en place plus de cakes, des cookies aussi. Les gens peuvent acheter aussi des cookies crus pour les cuire chez eux. Comme ça, c'est plus sympa. La brioche perdue, bien sûr. Et là, on se dit que la semaine prochaine, on va peut-être lancer des gaufres parce que la brioche perdue, ça marche tellement que je pense que les gens ont besoin de se réconforter. Ouais, il y a quand même un enjeu de baisse de chiffre d'affaires vu que le périmètre, comme on peut plus trop se déplacer loin de chez nous,
C'est ça surtout, j'imagine, qui fait baisser votre chiffre d'affaires, c'est le fait que la clientèle, elle est moins nombreuse. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Est-ce que vous raisonnez un peu en panier moyen en essayant d'augmenter le panier moyen par client, ou est-ce que c'est un indicateur que vous suivez ou Non, pas trop, non. Non, non, bah là, non, pas trop. OK. Et moi j'ai écrit un livre sur l'innovation là qui est sorti en début d'année chez Erol, et une des choses que je recommande, ça a l'air d'être une évidence, et pour vous j'entends que ça l'est, c'est de se demander justement aux clients ce dont ils ont besoin, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent actuellement. Vous, j'ai l'impression que vous le faites assez d'instinct, en échangeant et avec les leçons du premier confinement. Vous disiez que vous allez peut-être leur poser des questions pour la période de Noël qui arrive. Est-ce que vous allez utiliser les réseaux sociaux, j'imagine? Oui, on utilise des réseaux sociaux, ouais, pour faire des petites enquêtes, ouais. Sur Facebook et Instagram, ça marche bien. On a une bonne communauté qui réagit Mm. vraiment bien. Après, on connaît quand même nos clients, mais c'est vrai que, enfin, pour Noël, on a déjà élargi au fur et à mesure notre offre, mais là, c'est vrai que c'est parce que si vous voulez, normalement, la production de Noël, elle commence dès octobre. C'est-à-dire que dès octobre, les productions de bûches commencent parce qu'il y a forcément une étape de congélation. Donc, on commence les stocks. Mais là, pour ce Noël-là, en fait, on ne sait pas sur combien de bûches on doit partir. Donc là, pour l'instant, c'est le flou total. Il y a tout qui est à l'arrêt. Et je pense que c'est partout pareil dans toutes les enseignes de boulange, quoi. Et surtout qu'après, c'est les galettes. Donc, peut-être que les dernières semaines vont être justement super speed parce qu'il va falloir tout refaire et parce que les gens... Puis à mon avis, surtout, c'est que nos clients vont commander au dernier moment, forcément, parce qu'ils vont pas trop être sûrs de ce qu'ils vont faire à Noël. Alors que normalement, des fois, on a des commandes fin novembre, mi-novembre, ou début décembre. Là, je pense que les commandes vont beaucoup plus arriver vers le 20 décembre. Du coup, c'est un défi un peu logistique. J'ai vu que vous travaillez avec des producteurs, des productrices que vous connaissez un peu voilà, qui sont euh, des petits producteurs. Comment vous vous organisez avec eux pour être en mesure le jour J de répondre aux commandes de vos clients? Enfin, ça doit être difficile pour toute la chaîne, non? C'est difficile pour tout le monde. Après, je sais que par exemple au niveau des emballages, ils sont vraiment très très réactifs. Lorsqu'on commande, on est livré en J+2, alors que d'habitude c'est un peu plus long. Par exemple avec du Enjoy aussi, ils réagissent très vite parce que là, comme on a une diminution de production pour toutes les matières premières, on est livré. Avant on était livré toutes les semaines, maintenant c'est toutes les 2 semaines. Et puis sur Rungis, au niveau des producteurs, les livraisons, ils réagissent assez bien. En fait, tout est impacté. C'est que il y a les restaurants et autres commerces de bouche qui sont impactés, mais il y a aussi tous les fournisseurs qui voient leur chiffre d'affaires baisser. Donc, on s'adapte tous. En fait, on a vraiment retenu la leçon du premier confinement de comment faire. Et donc là, ce deuxième confinement, c'est un peu moins chaotique au niveau des commandes et de la logistique. Donc, au niveau logistique, commande, c'est moins chaotique. Est-ce qu'il y a des choses au niveau émotionnel? Comment vous faites pour tenir un peu la barre cette période? Je bois. Ah, c'est vrai, la consommation d'alcool a un peu augmenté pendant le confinement. Non, sincèrement, je sais pas. Ouais, parce qu'on peut même plus faire de sport. Donc, je sais pas comment je fais. Je sais pas. En tout cas, c'est sûr que pour dormir, c'est un peu difficile. Donc, on va dire que la phyto aide pas mal. Et je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là. Mais bon, faut le faire en fait. Déjà, être commerçant, c'est très difficile parce qu'on met toutes nos tripes dans notre commerce et toutes les économies parfois. Et là, en fait, c'est surtout que se dire que en fait, on n'y peut rien, quoi. C'est pas comme si on avait mal géré notre commerce et que c'était notre faute. C'est que en fait là, ça marchait bien, mais si ça se casse la gueule, ça se casse la gueule, quoi. En fait, c'est vraiment partir un peu défaitiste, voire réaliste, je sais pas, mais se dire que en fait là, on laisse aller, on fait ce qu'on peut pour que les clients commandent un peu plus, c'est-à-dire la comfort food, etc. Mais bon, un bout d'un moment, on peut rien faire d'autre, quoi. On est là, voilà, on attend et puis on voit. Est-ce que vous habitez à côté de votre entreprise? Oui, je vais à 12 minutes à pied, ouais, ça va. Ah, ok, super. C'est déjà plutôt positif. Et ce côté un peu fataliste, moi, un des conseils stratégiques que je donne, c'est de se préparer au pire. Et de prendre des décisions, voilà, stratégiques sur son business, de pas être toujours en travailler pour, mais de prendre un peu de recul et de réfléchir sur son business. Est-ce que vous avez l'air un peu
un peu dans cet état d'esprit? Est-ce que vous avez fait des plans? Je pense notamment financièrement, si on atteint ce niveau-là, on peut continuer, sinon il faut qu'on arrête, ou est-ce que c'est plutôt au feeling? Alors, au début, j'avais réalisé justement les prévisionnels, mais en se disant, bon, c'est bon, les deux prêts, je pourrais les rembourser là et là, je pourrais rembourser le premier avec le deuxième. Et je fais, ah bah non, oui, c'est vrai, s'il y a un deuxième confinement, non, en fait. Et puis, bah, boum, le deuxième confinement est arrivé. Et en fait, il y a tellement de scénarios possibles que, franchement, j'ai laissé tomber. On réduit les commandes. Je sais qu'avant, on avait beaucoup plus de types de packaging. Là, on se dit, non, mais on va réduire, ça peut suffire, etc. Donc, on fait vraiment plus d'économies. Et puis, bah, surtout, ouais, au bon feeling, parce que moi, enfin, je pense que j'ai un assez bon feeling là-dessus. Donc, au feeling, et puis voilà. Après, j'essaie de pas non plus trop penser aux catastrophes qui pourraient suivre, parce que je pense que sinon, on pourrait pas dormir, quoi. Chaque chose en son temps. Mais le deuxième confinement était quand même potentiellement, enfin, c'était prévisible, donc, voilà. Du coup, c'est quelque part moins difficile ce deuxième confinement, même si évidemment il n'était pas souhaitable. Oh, ouais. Enfin, émotionnellement, c'est moins difficile parce que j'ai déjà vécu le premier qui était quand même beaucoup plus difficile émotionnellement, avec les insomnies, etc. Là, j'encaisse personnellement beaucoup mieux. Après, au niveau du compte en banque aussi, c'est mieux parce qu'on a les deux prêts pour l'instant qui sont là. Donc c'est moins stressant aussi le côté financier. Bon, bien sûr, je vais pas regarder tous les jours pour voir combien il reste sur le compte de VG Pâtisserie, parce que sinon ça va pas être possible. Mais non, puis bon, j'essaye de m'occuper d'esprit quand je suis pas à la pâtisserie, parce que c'est vrai que normalement quand VG Pâtisserie tourne, j'y suis 12 heures par jour, et puis c'est vraiment ça ma vie, quoi. Donc là, il faut aussi que j'apprenne à revivre à côté de VG Pâtisserie, à refaire d'autres choses en fait, lire autre chose, faire d'autres choses, quoi, du roller ou autre. Donc bon, même si là je peux plus faire de roller, sauf pour aller au taf, mais voilà. Ouais, parce qu'il y a un danger. Au premier confinement, il y a eu beaucoup de chefs d'entreprise, surtout sur des petites entreprises, qui ont finalement pris une charge de travail beaucoup plus importante en faisant pas revenir leurs salariés, qui du coup sont sortis extrêmement épuisés, et qui là vont peut-être pas refaire la même chose que, c'est ne ça. serait-ce que pour leur santé, c'est difficile. Ça s'est passé exactement comme ça. Alors du premier confinement, en prod, elle venait qu'une fois par jour, et c'est moi qui faisais vraiment principalement toute la prod. Et en vente, les vendeurs faisaient une demi-journée pour que moi je puisse faire la prod le matin, et c'était moi qui faisais la vente le soir. Donc ouais, le premier confinement, moi, on a vraiment beaucoup plus crevé que la période de Noël, par exemple, c'est quand même assez fou. Mais ouais, et mentalement aussi, ouais. C'était assez difficile, et là je me suis dit qu'il fallait, la période de Noël arrive après. Si je me fatigue maintenant, ça sera pas possible, surtout qu'après c'est les galettes. Donc faut se ménager un peu plus, et puis c'est surtout pour les salariés aussi, essayer qu'ils aient moins de chômage partiel, parce que il faut qu'ils puissent vivre aussi, eux. Ouais, parce qu'il y a on gagne moins au chômage partiel. Ouais. Et sur des salaires qui sont pas extraordinaires, c'est sûr que ça fait la différence. Et vos équipes, elles le vivent comme vous, avec entre guillemets mieux, ou? Je pense que chacun est différent. Dans l'équipe, on a des personnes qui sont un peu plus stressées que d'autres, mais je sais que ce deuxième confinement, il est dans les esprits un peu moins stressant que le premier, je pense, parce que je sais que pendant le premier confinement, j'avais une personne de mon équipe qui voulait vraiment pas venir bosser, donc elle avait peur, donc on l'a mis en chômage partiel. Ça, y a pas de souci, de toute manière, on force jamais les employés à venir travailler s'ils ont peur en cas d'épidémie. Mais là, j'ai pas eu de personnes super angoissées ou autres, et je pense que vraiment dans l'équipe, on est tous en mode saoulés peut-être. Bon, c'est nécessaire, hein. Enfin, après ça, le temps nous le dira. Mais ouais, plutôt, bah en fait, c'est venu du jour au lendemain, et c'est surtout venu de, bah on est tel jour, vous fermez dans 2 jours, quoi. Il y a pas de laissez-nous un peu le temps de réfléchir à ce qu'on pourrait faire ou autre, quoi. Et J'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent ça, la soudaineté, encore comme la première fois, du jour pour le lendemain ou le surlendemain. Et du coup, ça vous met en difficulté, ne serait-ce qu'en termes de gestion des stocks, d'organisation. Est-ce que vous auriez aussi souhaité, dans un monde, on va dire idéal, que vous ayez plus de temps pour vous préparer? Alors bah déjà oui, parce que légalement, en fait, on peut pas changer les plannings des salariés en J+2. Hein. Légalement, c'est une semaine, hein, c'est dans toutes les conventions collectives du travail. On peut pas dire à un salarié, bah en fait, dans 2 jours, tu fais tel horaire, tu fais plus tes heures normaux, quoi. Normalement, c'est illégal. Bon, je crois qu'au gouvernement, on l'a un peu oublié.
Donc oui, et puis au niveau des stocks, se dire que on avait prévu une prod pour tant et qu'en fait non, dans 2 jours en fait on va diviser par 6 notre chiffre d'affaires de vente, quoi. Donc encore heureux, on n'avait pas commandé de matières premières périssables, tout ce qui est fruits et légumes frais. Mais ouais, je pense que pour les restaurateurs, bon après c'était un peu prévisible, mais peut-être pour ceux qui n'avaient pas vu venir, c'est un peu difficile parce qu'il faut trouver comment écouler toute la marchandise, donner, etc., quoi. Mais ça fait une vraie perte. La dernière partie du podcast, c'est un peu sur la personne. J'essaie de voir la personne derrière la fonction. Donc j'ai des questions qui vont peut-être un peu vous surprendre parce que vous les avez pas vues au préalable. Mais si ça vous va, on se lance. Ok. Est-ce que vous connaissez votre MBTI? MBTI, c'est quoi ça? C'est un test de personnalité d'entreprise. Non. Non. Alors, deuxième essai, est-ce que vous connaissez votre énéagramme? Non. Ok. Et alors là, normalement, je devrais avoir une bonne réponse. Est-ce que vous connaissez votre signe astrologique? Ouais, je suis vierge. Mais sinon, je fais partie de la maison un peu Serpentard, voire Gryffondor dans Harry Potter, si ça peut être une question intéressante. C'est entre les deux des fois. Ah, Ok, celle-là, je la connais pas. Donc avant, mais on peut quand même creuser un peu. Qu'est-ce que ça dit de vous là, cette appartenance à ce Je monde pense de Harry Potter? que ouais, ça dépend des jours et ça dépend des tests sur Internet. Gryffondor, c'est plutôt le courage. Ouais, ça représente plutôt quelqu'un de courageux. Serpentard, c'est plutôt quelqu'un de réfléchi, peut-être un peu vicieux, mais pas totalement, quelqu'un d'intelligent et qui réfléchit aux stratégies, surtout quelqu'un de stratégique. Voilà, ça dépend. Stratégique. Ouais. Ok. Donc ça, c'est une des caractéristiques que vous associez. Et la Vierge, vous connaissez votre ascendant? Pas du tout, mais ma mère dit souvent que je suis une vierge folle et pas du tout une vierge calme. Mais sinon, non, je connais pas. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Que dans les vierges, il y a les vierges introverties et extraverties, et je suis plutôt de la team extravertie. Ouais. D'accord, ok. Et les Vierges, c'est souvent des personnes très efficaces au travail, qui laissent pas trop les sentiments les contrôler, quoi. Ça, vous vous reconnaissez là-dedans? Pas du tout. En fait, d'apparence, je peux paraître peut-être comme une personne froide et une personne sûre d'elle, mais alors c'est pas du tout le cas. Je suis une personne assez timide qui est assez renfermée, bon pas du tout auprès de mes employés autres, mais ouais, assez timide et qui a une bonne armure et qui laisse rien transparaître. Mais non, je suis quelqu'un d'assez sensible quand même. On va dire que les remarques négatives me vont direct droit au cœur et que j'ai tendance justement à plus me focaliser là-dessus que sur le positif. Ouais, moi aussi, j'ai ce défaut-là. Je suis Capricorne, mais bon, c'est un signe de terre aussi. On peut être un peu sensible. Et en revanche, moi, l'image que j'ai des Vierges, hein, mais je suis pas du tout astrologue, c'est quelqu'un aussi de très structuré. Et j'ai l'impression que c'est peut-être côté Vierge ou côté ingénieur. Je crois que vous êtes de formation ingénieur. Ouais. Ouais, c'est vrai que Et ça, vous vous reconnaissez là-dedans? ouais, j'ai une méthodologie de travail ou autre, ouais, qui c'est assez carré, ouais. Parfois. Ok. Parfois trop ou toujours bien? Non, parfois. Après, on va dire qu'il y a, ouais, il y a l'ambiance travail où, ouais, on va dire que c'est assez carré. Enfin, de manière pour mener une activité et une entreprise, il faut quand même poser des règles. Mais après, sur le côté perso, c'est pas du tout comme ça, non. Encore heureux. C'est c'est roller et figure acrobatique. Voilà, ouais, on va dire ça. Ok, merci beaucoup. J'ai deux dernières questions pour le podcast. L'avant-dernière, c'est est-ce que vous avez l'impression de vivre une épreuve? Je pense que, ouais. Enfin, on se demande surtout quel sera le monde de demain. Notre modèle économique, est-ce qu'il va vraiment, enfin, comment ça va évoluer en fait? Enfin, tout va changer, je pense. Ça va être, enfin, comme disait le président de l'OMS, il va falloir apprendre à vivre avec les épidémies, quoi. Donc, on va pas non plus faire des confinements tous les 6 mois, quoi. C'est vraiment le modèle économique, comment on va vraiment, ouais. Je pense que c'est ça l'angoisse en fait, c'est de ne pas savoir demain. C'est que d'habitude, quand on fait des prévisionnels, on se dit pas tiens, on va mettre une épidémie là, on va mettre une inondation là, on se dit bon, on va faire des prévisionnels. C'est comme ça les prévisionnels, il y a rien qui rentre dedans. Là, c'est vrai que de pas savoir de quoi sera fait demain, c'est ça, ouais, l'angoisse. Et du coup, ça vous amène un espoir pour la suite ou ça reste juste un Bien truc, sûr, nous on continue à faire notre taf, à régaler les gens, on adore ça, on continue à être créatif, et puis voilà. Hein. Nous on est là. Hein.
Tant mieux, on est ravis. Et la dernière question, c'est un peu une question de synthèse que vous avez abordée par différents aspects pendant l'interview. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir innové pendant cette période depuis le confinement jusqu'à aujourd'hui? Je pense qu'on s'est adapté. On n'a pas innové parce que ce qu'on me propose là en plus pendant le confinement, il y a des choses qu'on savait faire, mais on a un peu plus élargi la carte. Non, pas innové plus. Ouais, on s'est adapté. Pour vous, ce serait quoi innover du coup? Je sais pas, créer quelque chose qu'on savait pas faire, par exemple. Mais bon, là, on a rajouté plus de comfort food. C'est des choses qu'on savait faire, mais que... Enfin, pour moi, ouais, pour moi, je pense pas que c'est vraiment de l'innovation. Je pense que c'est plutôt d'adaptation. Ok, d'accord. Très bien, merci pour ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter avant qu'on termine? Venez chez VG, on a besoin de vous. Comme tous les restaurateurs, bien sûr, faut pas oublier les autres restaurateurs véganes de Paris et de France. Vraiment, n'hésitez pas à consommer chez nous, quoi. Venez chez Aujourd'hui Demain, venez chez The Friendly Kitchen, chez Hamburger, chez VG Pâtisserie, chez les pâtisseries crues de Violaine. Venez commander en ligne, commander à emporter, mais vraiment, je pense que vraiment notre avenir, ça dépend de nos clients, quoi. Donc, on a vraiment besoin de vous pendant cette période-là, donc ne laissez pas tomber, quoi. C'était Carole Stromboni pour l'épreuve coronavirus. Musique originale par Grégory Kahn. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles. À bientôt!